Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Créos, cette nouvelle série de webinaires pour l'année 2024. Je suis Alexandre Brosseau, le co-gérant de Créos, et je suis accompagné aujourd'hui de Julie Giacobetti, je suis responsable du service technique dentaire au sein du service technique de Créo. Donc, pour ceux qui nous suivent, la semaine dernière, nous avons fait un webinaire que vous pouvez retrouver sur le site de creos.fr dans la partie actualité webinaire. Donc, sur Créos, c'est Créos Dental. Vous trouvez le replay du webinaire de la semaine dernière où nous vous avons présenté les nouveautés hardware de chez Asiga avec l'imprimante Ultra qui est juste derrière Julie, voilà, qui est ici. Où on vous présentait voilà, les nouveautés machines. Et on avait prévu ce webinaire qu'on fait aujourd'hui depuis un petit moment, on l'avait décalé avec l'arrivée d'Ultra, pour parler de comment optimiser l'usage de mon imprimante Asiga suite à toutes les nouveautés qu'il y a eu au sein notamment de la partie logicielle et un petit peu hardware de chez Asiga au niveau des bacs. Donc là, on va parler de tout ça avec, c'est Julie qui va vous présenter tout ça. En préambule, rapidement, Créos, vous nous connaissez, on est distributeur d'équipements 3D pour la prothèse dentaire et l'industrie. On parle beaucoup d'imprimantes 3D, il n'y a pas que ça, il y a aussi des fraiseuses, plein d'autres équipements. Dans la partie imprimante 3D, on a des gammes plastique et métal. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie résine DLP avec Asiga parmi nos différents fournisseurs d'imprimantes 3D. Au menu du jour, donc là, je fais rapidement le détail de ça, mais ensuite, c'est Julie qui va prendre la main et partager son écran. On va parler du nouveau Composer, la Composer 2. On est en version 2.07 actuellement. Donc, qu'est-ce que ça apporte, à quoi ça sert, comment les nouvelles présentations. Elle va faire un projet en entier rapidement, mais ça va nous permettre de voir quelles sont les nouveautés d'affichage, les nouveautés qui permettent d'aller plus loin sur l'usage de sa machine. Il y a une partie sur les matières, sur les bacs, sur les différents supports, le multi-range, les paramétrages de la matière. Et puis, on fera un petit point sur les différents matériaux compatibles avec Asiga ou pré-paramétrés. Donc, je laisse la main à Julie. Donc, Julie, je t'invite à partager ton écran. Exactement. Donc, voilà, nous sommes sur le logiciel Composer. Julie, je te laisse prendre la Ça main. marche. Parfait. Là-dessus, on est sur la version classique du Composer. Après, on la verra sur mon PC à moi. Parce que du coup, moi, je suis sur la dernière version. Non, c'est un 2.07 aussi. C'est en 2.07. Alors, du coup, ce que je vais faire avant toute chose, c'est modifier un petit paramètre. Parce que sur la plupart d'entre vous, quand vous avez mis à jour votre Composer, vous êtes arrivé ici dans le logiciel. Hop, ça va être dans la même présentation sur Mac. Tu cherches quoi? Je cherche à changer ce qu'il est en mode sombre. Quand on le récupère sur les nouvelles versions, il passe directement en mode sombre. Et ça, je voulais montrer comment le changer. Bon, c'est pas grave, je le montrerai sur mon PC, à moi. Oui, la souris est très, très, très sensible. On va voir si ça redémarre sur mon PC. Donc, quand on ouvre le Composer, on arrive directement sur cette fenêtre-là, qui est la nouvelle fenêtre de création de projet. Donc ici, on va avoir toutes les imprimantes qui sont disponibles sur notre création de projet. Et du coup, le but, c'est de sélectionner celles qui nous intéressent. À savoir, aujourd'hui, nous, on va travailler avec notre machine de backup, notre petite Bertha. Et après, pour le reste, ça reste cohérent avec ce que vous aviez dans l'ancien Composer, c'est-à-dire qu'on a la sélection du matériau qui se fait ici. Vous avez un petit menu déroulant et on va venir choisir dans la liste le matériau qui nous intéresse, notre épaisseur de couche, et après, on va venir choisir le type de bac. On fera une parenthèse tout à l'heure sur les types de bacs. J'ai des bacs à vous montrer, donc je vous expliquerai la différence et pourquoi ces bacs sont préconisés, pour quelle typologie de travail, quelle application. Avant ça, moi, je voulais vous montrer. Donc, ce qu'on voit, je me permets, Vas-y. ce qu'on voit, si tu peux fermer ça, là, c'est que au niveau de l'affichage, maintenant, vous voyez bien la photo de la machine. Et puis, comme d'habitude, si vous cliquez la petite étoile, ça vous permet de voir les imprimantes que vous avez en favori qui ne sont pas connectées. En l'occurrence, vous voyez, il y a une Pro 4K qui est derrière moi, mais qui n'est pas allumée, ce qui fait qu'on la voit en gris au milieu des trois machines et que les deux autres machines sont bien connectées ici. Voilà.
Avant, on avait dans les fichiers INI, ici dans la sélection, on avait là une petite roue dentée pour pouvoir sélectionner et importer des matériaux. Ça va être ici maintenant dans Manage Profile. Et je vais avoir, ça revient en fait, c'est les mêmes menus. Je vais pouvoir importer des matériaux, choisir des profils de matériaux, les supprimer, et ainsi de suite. Hop. On a parlé des bacs. Actuellement, Asiga propose 3 types de bacs sur leur gamme, que ce soit pour Max ou pour Pro. Ça va être les universals, low force et ultra gloss. Ici, vous avez un petit récapitulatif. Quand vous cliquez dessus, ça va vous amener sur le site d'Asiga et ça va vous réexpliquer la différence entre les bacs. On va aller voir ensemble tout de suite. Donc, je vais déjà physiquement vous montrer les différences entre les bacs et après, je vais vous expliquer quel bac pour quelle application. Hop. Donc, déjà, on a notre petite boîte classique Asiga et sur les bacs, je vais avoir ici un petit autocollant qui va m'indiquer quel type de bac j'ai, quel type de bac j'ai acheté. L'autocollant noir, c'est pour les ultra gloss. Pour les low force, j'ai un petit autocollant low force transparent et j'ai la même chose pour le universal. Les universals, tout le monde les connaît. C'est nos bacs classiques Asiga. J'ai mon bac. Je vais avoir ici, pareil, le rappel avec écrit universal dessus. Et donc, j'ai ma coque en plastique fibré et mon film de téflon. Donc ça ne change pas. Les universals, tout le monde les connaît. On les a tous déjà vus. Le low force, quelle est la différence entre un universal et un low force? Ça va être sur le film de téflon. C'est-à-dire que sur les low force, contrairement au universal, j'ai plus un seul film de téflon, mais j'en ai 2. Ces 2 films, ils sont superposés. Et donc, on va le voir ici, ça va être, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, j'ai toujours ma petite étiquette low force sur l'avant, comme ça me permet d'être sûr de ne pas me tromper de bac. Et donc, quand je regarde un bac low force, au fond du bac, j'ai 2 films, dont un avec 2 petites perforations ici au coin. Et en fait, le principe du low force, c'est que quand ma couche va être photopolymérisée et va arriver au fond, quand le plateau va remonter et que ça va décoller ma production, le fait d'avoir 2 films et plus un, ce que ça va faire, c'est que le rebond du film, le clac qui se fait quand la production se décolle, il va être moins important. Et donc, par conséquent, ça va permettre pour des productions qui sont plus sensibles, un peu plus fragiles, des châssis métalliques, de la bijouterie, de les préserver un petit peu. J'ai moins de risques de casse, j'ai moins de risques de décollement de pièces, justement parce que on est sur une force qui est moins importante au décollement, c'est beaucoup plus souple. Et donc, ça nous permet d'avoir une production qui est assurée de qualité sur ces typologies de travail-là. Dernier bac qu'on a dans la gamme, c'est l'Ultra Gloss. Les Ultra Gloss, ils sont sortis il n'y a pas très longtemps et c'est une très très grosse innovation chez Asiga. Les Ultra Gloss, ils sont sur le même principe que le Low Force. Donc, je vais avoir 2 films de téflon avec pareil sur les coins ici ma petite perforation. Je vais toujours avoir mon rappel Ultra Gloss sur le devant pour être sûr que j'utilise le bon bac. Et sur les Ultra Gloss, vous pouvez le voir, le fond du bac est légèrement opaque. Et donc, le principe de l'Ultra Gloss, c'est d'imprimer tout ce qui va être pièces brillantes. Donc, par exemple, des embouts audio, des gouttières pour le dentaire. Et ces pièces-là, elles vont sortir directement brillantes. On ne va pas avoir besoin ni de les polir, ni de les vernir. Elles seront déjà prêtes à l'emploi. Je vous montrerai, on en a ici qui sont disponibles au showroom. Je vous montrerai ce que ça fait quand on imprime sur un bac Ultra Gloss. Voilà. Mon ordinateur a repris vie, donc je vais pouvoir vous montrer le composeur sur sa nouvelle version. J'arrête le partage de mon côté. Voilà, on voit ton écran, Julie. Parfait. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que sur la petite nouveauté, quand on met à jour sur le composeur 2, là on est en 2.7, on va arriver directement en mode sombre. Ce mode-là, il est un petit peu perturbant, il peut l'être pour certaines personnes. Néanmoins, je vous montrerai à la fin de la petite démonstration comment on fait pour le changer et de revenir à ce qu'avait Alexandre, à savoir le mode classique. Moi, j'ai mes petites habitudes. J'aime bien le mode classique, donc je l'avais remis en mode classique. On a toujours nos 3 icônes, créer un projet, ouvrir et récent. Et on va venir cliquer sur créer un projet. On va revenir sur la fenêtre qu'on a vue sur l'écran d'Alexandre. Donc moi, j'ai un peu plus d'imprimante qu'Alexandre, mais c'est le même principe. Je vais venir sélectionner la max sur laquelle je veux travailler, à savoir notre petite Bertha. Je vais choisir la raison qui m'intéresse. On va aller choisir de la dent à modèle, mon épaisseur de couche. On va imprimer en 75 microns.
Petit rappel pour les épaisseurs de couche, sur de la prothèse dentaire, on va préconiser du 50 microns, tout ce qui est châssis, couronne, chape, tout ça. Tout ce qui est modèle, on va préconiser du 75 microns. Gouttière PUI, on va être entre 100 et 150. Donc là, je fais une petite parenthèse. Ce que vous allez essentiellement avoir sur vos composeurs, ça va être l'affichage que vous avez ici. L'ordinateur qui a été utilisé juste avant pour la présentation est un Mac de chez Apple qui a un logiciel qui est un tout petit peu différent. Et donc, la présentation qu'on a de Julie est différente de celle que j'avais sur mon Exactement. ordinateur. Donc, vraiment, on a la quasi-intégralité de nos clients qui utilisent des Windows. Oui. Et donc, on a cet affichage-là. Effectivement. Donc, quand on valide notre présentation, enfin notre plateau, on va arriver ici. Donc, principalement, les grosses nouveautés, ça va être l'affichage en 3D du plateau qui nous permet vraiment de nous repérer, savoir où est-ce qu'on positionne nos pièces. Sur le reste du composeur, les icônes ont légèrement changé de forme, elles ont légèrement changé de place. Néanmoins, ça reste les mêmes. Je vais avoir tout ce qui est en haut, mes petits paramètres pour me mettre en vue de dessus, vue de côté, tout ça. Je vais pouvoir zoomer, dézoomer. Je vais avoir ici, pour importer une nouvelle pièce, je vais être sur ce petit icône-là. Je vais avoir le placement automatique, les supports, le multistacking. Je vais avoir les paramètres et si je veux envoyer ma production, ça va être ici. Donc, on va le faire tout de suite. On va aller sélectionner nos fichiers. On va aller sur le bureau. On va prendre mes petits fichiers démo. Hop. Et puis, on va prendre celui-ci. Là, c'est pareil, hein, à part le mode sombre, rien n'a changé sur les boutons, sur ce que vous avez à sélectionner. Hop. Donc, ma pièce se met automatiquement. Et l'avantage aussi, voilà, on a le plateau qui est en 3D, et au moins, il disparaît. Donc, on n'est pas bloqué dans la vue. Là, je peux voir que mon modèle, il est bien collé à ma plateforme. Je le vois avec le code couleur. Donc je n'ai pas de souci. Hop. On va rajouter des supports, parce qu'on va parler un petit peu des supports aujourd'hui. De base, il nous a simplifié un peu le travail. Le nouveau composeur, il nous propose de le faire par défaut. Si je clique sur Avancer, je reviens sur ma fenêtre standard où je vais avoir tous mes paramètres que j'avais avant. Je vais pouvoir choisir les pièces, je vais pouvoir les mettre en automatique, je vais pouvoir les ajouter moi-même. Là, c'est ce qu'on va faire. On va les faire en automatique. Ensemble vide, c'est normal, parce que je n'ai pas cliqué et sélectionné ma pièce. Il y a une nouveauté dans les supports. Elle est là depuis quelques temps quand même. Néanmoins, on n'en a pas beaucoup parlé et elle mérite d'être expliquée, c'est le treillage. Le treillage, ça s'apparente un petit peu au support flexible, c'est-à-dire que le logiciel va construire, au lieu de faire des supports qui vont être droits, rectilignes, le support va construire un système d'échafaudage, en fait, pour supporter votre pièce. Et donc, sur des couches qui vont être un petit peu sensibles, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre des supports avec une petite jointure et les supports vont être inclinés. Sur les flexibles, pour rappel, ça donnait quelque chose comme ça. Si je venais ici et que je mettais un support flexible, oui, placement vide. Voilà. Vous voyez ici, là, il n'est pas très bien mis, mais j'ai ma petite bille ici, j'ai ma petite bille là, et après, je pouvais le déplacer. Hop, on peut le retirer, celui-ci. Quand je viens activer le treillage, il va me remplacer mes supports. On va dézoomer pour avoir une vue un peu plus claire. Sur un modèle, ce n'est pas extrêmement probant. On va peut-être charger un châssis. Ce sera peut-être plus simple. Donc, l'intérêt de ces nouveaux supports, c'est en fonction des applications que vous allez avoir. Donc là, Julie, elle parle essentiellement d'applications dentaires, mais sur des châssis, ça va être plus pertinent, effectivement. Ou alors, dans le cas d'applications industrielles, hein, on a des pièces qui ont des formes plus ou moins alambiquées, plus ou moins complexes, et ce type de support va être bien plus adapté, va éviter d'avoir des supports intermodèles, va être plus facile à démonter, va consommer moins de matière, va être plus résistant que des grandes tiges très longues, très droites, comme on a
traditionnellement sur le logiciel Asiga. C'était vraiment un point qui manquait sur le logiciel Asiga. Les points forts du Composer, c'est qu'il est extrêmement permissif. Si on a des fichiers qui ne sont pas parfaits, qui ont des défauts, le logiciel les prend, il les accepte, il est capable de les traiter. Il est plutôt rapide et il est 100% paramétrable. Et ce qui manquait, c'était ces fameux supports qui étaient comment ça s'appelle, en treillage, pour utiliser le terme de Julie. Oui. Ben voilà, maintenant, c'est chose faite sur la version 2 du Composer. Ces supports-là, ils vont être extrêmement utiles sur, comme disait Alexandre, des pièces qui vont être avec des architectures un petit peu fragiles parce qu'en fait, ça crée un système d'échafaudage et du coup, j'ai une résistance qui est plus importante au niveau du soutien. Donc, en fait, on a des pièces qui se cassent moins, qui se décollent moins, on a moins de délamination. Donc c'est fait pour ça. Hop. Une fois qu'on a fait notre... et vous voyez, ici, je vais avoir justement ce système avec des petites... vraiment des structures où je vais avoir des tiges angulées, puis une tige plate, puis une tige angulée, ainsi de suite. Donc tout ça, après, Julie et puis nos équipes techniques vous expliquent ça en détail dans les installations de nouvelles machines ou quand il y a la visite de maintenance annuelle, bah, s'il y a cette mise à jour, on peut vous prendre quelques minutes pour vous donner les conseils. Ça va très vite dans la mesure où vous êtes déjà utilisateur. Une fois qu'on a positionné nos supports et qu'on est satisfait de notre structure, on peut envoyer à la machine. Donc, on clique sur cette icône-là, qui était avant, c'était un petit bouton rond avec un lecture, un petit bouton vert. L'appareil, rien n'a changé à part le mode sombre. Et encore une fois, je vous montrerai tout à l'heure comment on revient sur le mode classique pour ceux qui le souhaitent. Rien n'a changé. On a notre rappel général avec la matière, la machine, l'épaisseur de couche. On peut cliquer sur suivant. On a notre plaque de soutien. Là, la petite différence, c'est que du coup, ils ont simplifié il n'y a plus une troisième page avec les paramètres. Ils ont mis la plaque de soutien et ils ont mis les paramètres en même temps. Donc, la plaque de soutien, on la paramètre comme on le souhaite, qu'elle complète ombre ou boîte englobante, les supports, tout ça. On parlait tout à l'heure d'une des nouveautés dont on veut vous parler, c'est le multi-range. Le multi-range, ce que propose Asiga sur le multi-range, ça va être ici de pouvoir choisir les plages d'impression. En fait. Les plages d'impression ici, vous remarquerez que j'en ai qu'une, cette plage d'impression. J'ai mon burn-in en premier, avec 0 à 150. Et après, de 150 à 23,098 mm. Ça, c'est la hauteur totale de la pièce. Exactement. C'est la hauteur totale de mon plateau. Et donc, ça me fait ma première plage. Ces plages-là, je peux les différencier. Je peux demander des qualités d'impression différentes pour que ça aille plus vite, notamment par exemple sur les supports. Sur les supports, on a ce qu'on appelle une mise à niveau de la hauteur, qui est en général de 2 mm. C'est le standard dans les paramètres support d'Asiga. Je vais pouvoir du coup demander à ma machine d'imprimer cette partie support plus rapidement avec des tranches en micron qui sont plus grosses. Et après, je vais pouvoir repasser à ce que j'ai choisi, 50 ou 75 microns pour ma pièce en ajoutant une plage d'impression. Donc ça vaut pour des modèles, toute la partie de la base du modèle, par exemple, vous pourriez mettre des épaisseurs de couche très épaisses pour aller très très vite, parce que ce qui va compter, c'est vraiment les dents et la partie anatomique. Dans l'industrie, c'est pareil, en fonction des pièces que l'on imprime. Si on imprime quelque chose qui est très vertical au début, puis après ça part dans tous les sens, il y a des zones qu'on peut faire avec des épaisseurs de couche importantes. Voilà. Donc là, je vais lui dire, par exemple, que je veux aller jusqu'à 2 mm ici. Il va automatiquement me reporter les 2 mm. Et après, je veux qu'il aille ici, jusqu'au bout de ma pièce. Et si vous remarquez sur l'arrière, on le voit très légèrement ici, quand je clique, il va me montrer ce qu'il a découpé en tranches et ce qu'il va imprimer avec telle ou telle résolution. Je peux rajouter une autre plage si je le souhaite. Et je peux lui dire que là, je veux aller de 7 mm. Il va automatiquement me le renforcer. Et donc, du coup, il va me faire 3 qualités différentes. Et donc, si tu veux modifier la qualité, par exemple, de la deuxième tranche, tu le fais où? C'est dans l'épaisseur de couche que tu modifies, là, juste en haut? Exactement. En dessous du 7 mm qui est en jaune, hein, c'est ça? Tu choisis ici l'épaisseur de couche où tu vas choisir. Si on voulait mettre des épaisseurs de couche à 0,150,
Ça, c'est la première couche chez Burn-in. Mais... Oui. Alors, il faut mettre une virgule, pas un point. Je vais me faire la bêtise. Là, je peux le mettre à 0,150. Là, je peux le mettre à, pareil, 0,100. Et après, je fais tout le reste de mon plateau en 0,75. Donc, je lui donne effectivement pas des qualités, mais je lui donne des épaisseurs de couches différentes. Et ce que ça permet, c'est que ça permet d'économiser du temps sur des parties de pièces qui soit n'ont pas d'importance, soit qui vont partir à la poubelle. Typiquement, les supports partent à la poubelle. Ça sert à rien de les imprimer avec une qualité supérieure sur de la prothèse où on est à 50 microns. Je peux mettre donc ma mise à niveau de la hauteur, faire de 0 à 2 mm en 75 ou en 100 microns. Et après, passer de 2 mm au reste de ma pièce à 50 microns, ce qui est prévu. Voilà. Tout ce que j'ai en dessous, c'est du paramétrage matière. Donc, de base, les fichiers INI sont construits par Asiga et sont faits pour être respectés. C'est-à-dire que les tests matériaux sont faits par le fabricant pour optimiser l'impression de la résine. Néanmoins, ça va être dans cette case paramètres avancés. Dès que je clique dessus, dès que je la ferme, elle se réduit. Si je réouvre, je vais avoir ici tous mes paramètres avancés, matériaux, qui vont se faire. Si j'ai des choses à modifier, c'est là que je le fais. Comme on l'a vu, je peux cliquer et taper dans les cases. Donc ça fait partie des... C'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui existe depuis Oui. toujours chez Asiga, mais ce sont des éléments qui sont extrêmement importants puisqu'on a des dizaines et des dizaines de paramètres accessibles pour aller personnaliser son impression. Et c'est pour ça, aujourd'hui, entre les imprimantes Asiga, elles sont extrêmement installées et utilisées dans tous les laboratoires de recherche en résine ou de développement, ou les fabricants de matière, ils ont tous des Asiga parce que on a une architecture mécanique de la machine qui est extrêmement précise et fiable, associée à tous ces paramétrages, ce qui font que quand ils impriment sur notamment une Max, qui est extrêmement éprouvée aujourd'hui, si ça n'imprime pas, c'est pas la machine, c'est les paramètres qui sont pas bons. Exactement. Et donc aujourd'hui, toutes les matières que vous retrouvez sur Asiga, elles ont toutes un passage sur cette machine-là à un moment donné dans leur phase de développement parce qu'on a accès à tous ces paramètres. C'est par défaut. Donc par défaut, n'y touchez pas. Les paramètres Asiga sont très bien faits et tout ce que vous utilisez dans un laboratoire de prothèse dentaire, ça va. Dans l'industrie, on peut avoir des fois des matériaux qu'on ne connaît pas, qui viennent d'autres marques, qui viennent de fabricants qui ne sont pas encore certifiés. Eh bien, on va les trouver ici. On va Oui, pouvoir voilà. tout paramétrer, tout personnaliser. En termes de recherche et développement, la Sicamax est une machine qui est fantastique justement grâce à ça. Donc ensuite, pour envoyer le fichier, Une fois qu'on a terminé, envoyer le fichier en construction. Et donc, comme je vous disais, on n'a plus trois onglets sur l'envoi en construction, on n'en a plus que deux. On a le général et construction et ça nous permet de les envoyer. Et après, ça c'est pareil, on reste sur ce qu'on connaissait. On a la découpe en tranches de nos pièces. Le rendu des couches, c'est le composeur qui les empile les unes sur les autres. Et le troisième temps de chargement, il va envoyer à la machine. Voilà. donc là, ça vous permet d'avoir une vue. Les grandes nouveautés là qu'on voulait vous parler aujourd'hui, c'est les bacs et leurs applications. Mhm. Donc, Universal pour du générique, le Low Force pour avoir moins d'efforts de retrait sur des pièces, l'Ultra Gloss pour faire des pièces brillantes dès la sortie de la machine. C'est génial pour tout ce qui est gouttière ou embout auditif notamment, parce que là, c'est des applications où on a souvent besoin de faire du post-traitement pour avoir des pièces brillantes. Et puis après, les nouveautés, c'est la nouvelle version du composeur, un nouvel affichage, les nouveaux supports, le multi-range, plus tout le reste qu'on vous parle qui existe depuis toujours chez Asiga, mais qu'on répète sur le paramétrage matière notamment. Hop. Oui, on reparlera vite fait. J'ai des pièces à vous montrer. On parlera vite fait de quel bac, pour quelle application. Hop. Pour ceux qui ont leurs petites habitudes comme moi, là, on est en mode sombre, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez le changer, vous allez ici dans le bouton Options, vous cliquez sur Préférences. Et ici, vous allez pouvoir revenir sur le mode classique. Appliquer. Ah non, ok, gauche, tu as fait Ah oui. annuler. Je t'ai vu en erreur. Oui. Hop, classique. OK. Il faut Ça, redémarrer le composeur. ça fait partie aussi comment ça s'appelle, des nouveautés chez Asiga. Je suis sur la caméra. D'avoir justement, faut que tu repartages ton. Ah, c'est bon, ça revient tout seul, Oui. très bien. D'avoir ces paramétrages pour voilà, s'adapter aux usages. Le mode sombre, on connaît tout ça avec nos téléphones portables.
On l'a de plus en plus sur les ordinateurs, mais on l'a aussi sur le logiciel Composer d'Asiga. Oui, et puis ça reste, encore une fois, ça reste pour des nouveaux utilisateurs qui sont installés sur le mode sombre, ça va devenir à eux leurs habitudes. Moi, c'est vrai que j'aimais bien le mode clair, et voilà. Et là, on revient. On a toutes les nouveautés dont on a parlé, mais on revient sur ce qu'on avait avant, avec les icônes qui sont en haut et qui sont classées comme elles l'étaient. Voilà, j'ai ma nouvelle construction. Donc l'affichage qu'on avait, c'est un affichage spécifique au mode sombre. Oui, Et quand exactement. on est en mode clair, on a l'affichage qui redevient C'est standard. ça, exactement. D'accord. Ben, c'est important de le préciser. Ça permet de voir que en fonction de comment on configure son ordinateur, on n'a pas tout à fait les mêmes affichages. Mhm. Euh, on a parlé, il nous reste quelques minutes, Julie. Oui. Est-ce que on a quand même parlé pas mal de choses sur la machine, puis le temps est compté. Est-ce que on parle matière, tu as ramené quelques échantillons? Oui, j'ai ramené quelques échantillons, j'en ai un dernier qui est là. Alors, ce que je fais, c'est que je coupe ton écran, comme ça, on va bien te voir. Donc, on parlait des bacs. Sur les bacs, donc on avait notre Universal, c'était plus pour faire des modèles, tout ça. Le Low Force, c'était pour plus de la bijouterie, donc structure un petit peu spécifique. Et on avait l'Ultra Gloss. Donc, une des nouveautés, moi je voulais vous montrer ça, j'espère que ça se verra bien à la caméra. Mais ça, c'est une gouttière qui est sortie en Ultra Gloss. Et donc, c'est une gouttière qui n'a pas besoin d'être polie, qui n'a pas besoin d'être post-traitée. Enfin, c'est même pas une gouttière, c'est un guide chirurgical d'ailleurs. Mais j'ai une pièce qui est déjà brillante en fait, où on a juste coupé les supports, tout simplement. Et ça peut partir directement en bouche. Ça, c'est vraiment la nouveauté sur les Ultra Gloss. Et après, sur les matériaux, bah, on a toujours Keystone qui sort des nouveautés assez régulièrement et qui sort des choses vraiment, vraiment pas mal. Ils avaient sorti il y a quelques années la Soft Splint qui permettait de faire des gouttières souples. Et là, récemment, donc ça, on l'a sorti il y a pas très longtemps, elle a encore ses supports. Ils ont sorti une résine qui s'appelle la Keyguard. Et donc, c'est pour faire des protège-dents. Et donc, c'est une résine qui est totalement souple. Donc là, la pièce est un peu épaisse, mais elle est fantastique. Elle existe en noir et en blanc. Et donc voilà, ça permet de vraiment créer. J'ai l'empreinte des dents d'un côté ici. Et je vais avoir derrière donc, mon côté gouttière. Et donc, vraiment, sur une résine, c'est totalement fait pour ça. Et après, le meilleur pour la fin, la Lucitone de Dentsply Sirona. Voilà, là on a un complet qui a été imprimé. Donc on est sur de la Lucitone sur la plaque base. On est sur de la GC Temp sur les dents. Ça s'ajuste parfaitement. Et puis on est sur un complet qui est sorti d'impression. On va voir un petit peu. Là j'ai encore des supports. J'en ai encore un petit peu ici. On ne voit pas très bien à ouais, on l'écran, voit mais pas après, très bien à la c'est du caméra. post-traitement avec Mais un c'est juste du polissage, ça sera post-traitement. brillant. Exactement. Et surtout, on a quelque chose qui est d'une rigidité, enfin en tout cas qui est vraiment prévu. On Oui, peut marcher dessus, c'est prévu on le fait. pour ne pas casser, ça peut tomber. Cette résine Lucitone de chez Dentsply Sirona, elle n'est disponible que sur deux imprimantes 3D au monde. C'est les imprimantes 3D Asiga et une autre, c'est la Carbone, je la cite parce que c'est facile à trouver. Mais on n'est plus du tout sur les mêmes types de machines, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes approches. On est sur de la grosse machine industrielle qui est très très peu diffusée en France notamment. Donc voilà, ça existe là. Et un dernier point avant de passer aux questions si vous en avez. Euh, Tous ces matériaux-là, ce qui est intéressant, c'est quand Julie et ses équipes vous installent les imprimantes 3D Asiga, eh bien, vous êtes obligé de créer un compte sur asiga.com. Et dans votre compte, vous allez pouvoir trouver dans la partie produits, software, vous allez avoir les mises à jour Asiga. Donc le dernier logiciel Composer pour Mac, Linux ou Windows essentiellement. Et puis ensuite, vous allez surtout avoir tous les paramètres matière. Donc aujourd'hui, Asiga revendique plus de 500 matériaux déjà qualifiés. C'est-à-dire que vous voyez derrière Julie, là, on voit les bouteilles, quelques échantillons de bouteilles de résine que nous proposons. Il y a du dentaire, il y a de l'industrie, il y a de l'audiologie, de la bijouterie, joaillerie. Et donc chez Créos, on a déjà je ne sais pas combien, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériaux différents, Asiga de différents matériaux, pardon, de différents fabricants. Là, on voit du BASF, on voit du Detax, du On a Keystone, la Lucitone. Dantona, Sarenco, GC, etc. Et Et on a du Loctite et BASF pour l'industrie. Donc, tous ces matériaux sont déjà pré-paramétrés. C'est-à-dire qu'on va sur le site d'Asiga, on va dans la liste des matériaux, on fait
télécharger le fichier, il s'appelle ini, c'est un fichier .ini, donc dans notre petit vocabulaire, on dit toujours le fichier ini, c'est le fichier de paramétrage, et quand on est dans le Composer, on a juste en page d'accueil, gestion des matériaux, importer un matériau, on choisit le matériau après dans la liste et c'est parti, et ça va imprimer bon du premier coup. Donc ça, c'est toute la force d'Asiga, c'est d'avoir fait une machine ouverte qui vous permet d'utiliser beaucoup de matériaux différents pour toutes vos applications. Parce qu'ils ont bien compris que on ne peut pas être bon dans tout et que dans certains cas, bah, d'autres vont plus vite. Et l'ouverture, ça permet d'avoir la bonne résine pour la bonne application. Ça, c'est la force d'Asiga. Donc, le webinaire touche à sa fin. Il est 12h33, donc ça fait 31 minutes qu'on échange ensemble. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à les poser. Vous avez le petit onglet Q&R pour nous poser vos questions sur les nouveautés Asiga. Alors, pour l'instant, pas encore de questions. Donc, comme on vous l'a dit, toute la partie logicielle, c'est disponible en ligne sur votre compte Asiga. Pour ceux qui n'ont pas encore de machine, eh bien, quand on vous l'installe, vous créez un compte obligatoirement. Ça vous permet d'avoir les mises à jour de logiciels, les mises à jour de firmware, quand il y en a, elles se passent là-dessus aussi. Ce qu'on n'a pas montré, mais qui est connu, c'est que depuis son écran d'ordinateur, depuis son poste de travail, on peut aller voir l'écran en façade de la machine. Donc, ça nous permet de monitorer la machine, ça nous permet de savoir quels sont les jobs en attente. Donc, on a toutes ces informations-là. Oui, ça Et c'est voilà. pareil. On en revient au principe de mode son, mode classique. L'interface web existe toujours. Elle n'a plus la même icône. Maintenant, c'est une petite fenêtre avec une flèche qui sort vers l'extérieur. Avant, c'était une petite map monde, mais elle existe toujours. Donc, pareil, si vous revenez au mode classique, vous aurez votre petite map monde qui vous amène vers l'interface web de la machine. Très bien. Eh bien, en fait, on a répondu aux questions, donc c'est parfait. Quel bac pour les bacs low force? Pour quel type de conception? Est-ce qu'il y a des... On nous pose une question sur les bacs low force sont préconisés pour quelle résine? Pour quel type de conception? Alors, pour les résines, il n'y a pas de restriction. On en revient au principe d'ouverture d'Asiga où je n'ai pas de restriction sur les résines. Par contre, on va vraiment les conseiller pour des constructions qui sont dites fragiles. Donc, pour la bijouterie, principalement, si on devait les catégoriser, ils ont été développés principalement pour la bijouterie. Et après, pour le dentaire, ça va être tout ce qui va être châssis métallique, gouttière souple également. Tout ce qui est, les low force, en fait, ils sont bien pour tout ce qui est matériaux aussi élastomères. Donc, par exemple, dans l'industrie, tout ce qui va être matériaux souples, typiquement, ça c'est dans du dentaire, mais pareil, là qui garde, on va l'imprimer sur du low force. Parce que justement, je vais avoir, comme c'est des matériaux qui sont souples et pas durs, je risque d'avoir plus de décollement de pièces avec les bacs universels. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'imprimer non plus. Néanmoins, c'est recommandé. Voilà. Donc, architecture fragile, pièces fines ou matériaux souples élastomères. Il y a une dernière, c'est pas du tout ce que je voulais vous présenter. Attendez, hop. Pourquoi est-ce que j'ai cette page-là? C'est ici. Voilà. Je vais vous présenter. Il y a une dernière question qu'on a eue sur expliquer comment vous faites pour le post-traitement en impression 3D. Alors, pour le post-traitement en impression 3D, nous avons différentes... Pourquoi? C'est ça, pourtant, je partage bien ça. Voilà, très bien. Justement, ce que je voulais vous montrer, vous voyez les prochains rendez-vous. On a un fin juin, il y a une erreur de date, mais fin juin, on a un webinaire spécifique sur le post-traitement des pièces en impression 3D. Et donc là, on reviendra là-dessus plus en détail. Pour expliquer très rapidement, le post-traitement, c'est un peu toujours la même chose. On a un nettoyage à l'alcool isopropylique ou un nettoyant particulier. On a le Cleaner C qui est beaucoup utilisé dans l'industrie, mais aussi dans le dentaire, qui est sans alcool. Quand on a des gros volumes, c'est mieux, c'est moins dangereux. On fait un bain, 2 bains, et ensuite, on a un passage dans un four UV pour faire une post-cuisson pour stabiliser la résine. Donc, c'est à peu près toujours la même chose. En fonction des résines,
On a certaines résines dentaires très spécifiques où le nettoyage doit être fait à la main. On ne peut pas tremper les pièces dans l'alcool. Oui. C'est rare, mais c'est à peu près toujours la même chose. Et ce qu'on fera dans le webinaire de fin juin sur le post-traitement, c'est qu'on vous montrera dans notre laboratoire qui est juste à côté les différentes solutions qu'on propose. Ça va de solutions tout automatisées pour des tout petits volumes. Dans l'audiologie, c'est juste génial avec RapidShape, à des solutions de taille intermédiaire qui sont bien adaptées pour une Asiga Max, à des solutions avec des beaucoup plus gros volumes proposées par Zortrax, qui sont super adaptées pour quand on a des machines un peu plus grosses, type Pro 4K, Ultra maintenant, Ultra, Asiga Pro 4K, RapidShape D50 ou plus. Oui. Donc là, en fonction des, des machines qu'on va avoir, on a différentes solutions de post-traitement qui sont disponibles. Je complète rapidement sur ça. Quand il y a des spécificités de post-traitement, quand vous allez sur votre espace Asiga, dans la Material Library, dans la résine que vous allez chercher, s'il y a une spécificité, la plupart du temps, Asiga joint des documents des fabricants de résine qui vous donnent les indications pour faire le post-traitement. C'est le cas sur Dentsply Sirona, sur la Lucitone. On a des documents PDF qui sont au même endroit que les fichiers INI et qui vous permettent d'en savoir plus sur comment imprimer, post-traiter les pièces. Donc, quand il n'y a pas de documentation, il y a de fortes chances que le post-traitement reste un post-traitement classique. Et d'ailleurs, toutes ces informations de instructions d'utilisation, instructions de post-traitement, vous les retrouvez donc soit sur votre compte Asiga avec les paramètres, soit sur shop.creos.fr, c'est notre site de vente en ligne de consommables, où on a essayé de faire une liste exhaustive. Quand vous avez une résine, vous avez les fiches de données de sécurité, les certificats de biocompatibilité, le cas échéant, les instructions d'utilisation, les instructions de post-traitement, etc., etc. Donc là, il y a beaucoup d'informations. Et puis en dernier recours, vous pouvez aller sur le site du fabricant. Vous avez une résine Lucitone, vous allez sur le site de Dentsply Sirona, vous cherchez la résine, vous aurez les informations à jour. Voilà, le webinaire touche à sa fin. Il est 12h40. Merci à tous pour votre participation. Merci. Donc n'oubliez pas, dans un mois, on a un webinaire sur les scanners 3D Artec. Donc là, ça va être vraiment de l'industrie, mais avec des scanners 3D à main. Donc là, et de table d'ailleurs. Vous aurez des super applications, on fait des choses extraordinaires. Fin mai, un autre webinaire dédié à l'industrie avec Centratec, c'est une imprimante 3D à frittage de poudre plastique. Donc là, une autre technologie d'impression 3D. Et puis fin juin, et donc pas le 16 mai, je vais le modifier dans la présentation. Fin juin, on a un webinaire sur le post-traitement des pièces imprimées 3D en résine. S'il y a d'autres sujets que vous souhaitez voir abordés, n'hésitez pas à nous faire un petit message sur info@creos.fr, c'est notre adresse email, ou sur nos sites web creos.fr et creos-dental.fr. Merci Julie d'avoir animé ce webinaire avec moi. Avec plaisir. Et à très bientôt à tous. Merci à vous. Au revoir.